entre les pays membres de l'OTAN du fait même de la contribution, de leur investissement, de leur budget militaire. Les États-Unis étaient à un peu plus de 3, 3,6 quelque chose. Les pays comme l'Allemagne étaient à 1,2. Alors que le critère, si on peut dire, les convergences qui étaient demandées dans le cadre de l'OTAN, c'était 2%. Donc, si on prend les pays du G5 Sahel un peu comme sur le modèle OTAN, la plupart des pays sont déjà au-dessus du 2%. Ok, M. Bello, merci beaucoup. Son Excellence va répondre à la deuxième question de Becaye, la différence entre un traité et un accord. Et comme j'ai dit, on tend vers la fin. La dernière question sera donnée à Abdraman Touré. Et le dernier mot des panélistes. Son Excellence, vous avez la parole pour nous donner la différence entre un traité et un accord. Très rapidement, j'ai consulté mon attaché de défense tout à l'heure. Le bataillon, c'est autour de 750 hommes composés de 3 ou 4 unités et compagnies. Donc, ça c'était par rapport à la question du bataillon. Donc, traité ou accord. Bon, dans la définition étymologique, ça peut être des synonymes. Un traité, c'est un accord international entre deux sujets de droit international. Tout comme un accord peut être défini comme étant, d'un point de vue du droit civil, entre deux ou plusieurs personnes, pour traduire une volonté, rendre une volonté juridique. Mais vous avez parlé, je pense que ce que vous visez, c'est vraiment de traiter et voir quel pouvoir dispose un président des États-Unis à modifier ou à revenir sur un accord et par rapport au Mali. Je tiens à préciser que nous évoluons dans des systèmes juridiques totalement différents. L'article 116 de la Constitution du Mali dit que dès lors que le gouvernement du Mali dès lors que les traités qui sont signés entre le Mali et un sujet de droit international sont régulièrement ratifiés, ont une valeur supérieure à la loi. Donc un président de la République ne peut pas revenir sur ça. Ici, vous avez deux types de traités. Vous avez les Gentlemen Agreement Treaty. Ça, le président de la République, il peut engager, il peut sortir. Et nous n'avons pas ce système. Nous avons le système, il y a dans le système juridique international, vous avez des gens qui sont d'une doctrine moniste. Ça veut dire qu'une fois que vous signez un traité de droit international, ce traité-là devient d'abord supérieur à la loi. Et vous avez le système dualiste. Dans les pays où il y a les traités peuvent évoluer différemment, peuvent avoir les mêmes valeurs ou différemment, mais aux États-Unis, dès lors qu'il est établi qu'on a signé un traité et qu'il est établi que ce traité met en cause la sécurité des États-Unis, l'économie des États-Unis, on peut bel et bien revenir là-dessus. Donc, dans notre système latin de droit latin, et nous ne pouvons pas, et notre régime juridique constitutionnel, une fois que l'Assemblée nationale a ratifié un accord, cet accord-là même, dans la hiérarchie des normes, il vient avant d'avoir les lois. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Son Excellence. Abdraman Touré, tu as la parole pour la dernière question. Bonsoir, je m'appelle Abdraman Touré, vice-président de l'association. Je vous remercie les panélistes d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir, on a beaucoup appris. Moi, je vais revenir sur la signature de l'accord de paix, l'accord d'Alger plutôt. Excellence, vous venez de dire tout à l'heure qu'il n'y a aucun article qui a prévu la concertation nationale avant la signature de l'accord de paix. Donc, je pourrais dire que le gouvernement n'a pas eu le bon sens de consulter au moins les Maliens, parce que ce qui n'a pas été dit n'est pas interdit aussi. Donc maintenant, après la signature de l'accord de paix, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas régler les problèmes eux-mêmes. Il faut venir vers la population maintenant. Vous avez la chance d'être un juriste. Moi aussi, je vous explique, dans un tribunal, ce n'est pas tous les problèmes qui ont été prévus par la jurisprudence, mais souvent le juge est obligé de prendre une décision par rapport à son bon sens. Pourquoi le gouvernement n'a pas fait quelque chose comme ça? Je ne suis pas contre la révision constitutionnelle, mais si elle est compatible avec la paix, pourquoi pas? C'est possible de le faire. Merci. Ok, merci beaucoup, M. Touré. C'était la dernière question pour Son Excellence. M. Touré, merci beaucoup. Vous savez, les juristes, il y en a de toutes les catégories. J'ai quand même eu la chance d'avoir enseigné le droit à l'université pendant 4 ans. Et
encadrer des mémoires. Quand je parle, je fais beaucoup attention. Je sais que je suis devant un public qui a une connaissance diverse et variée. Je ne connais pas dans un système où les juges inventent les droits. Il doit motiver sa décision. Vous ne pouvez pas, dans un tribunal, créer là où la loi n'est pas. C'est dans l'interprétation que vous pouvez trouver pour prendre une décision. Le juge ne peut pas se substituer au législateur. Sinon, c'est un déni de justice. Je voulais préciser ça d'abord. Déjà, moi, quand j'ai dit que dans des négociations comme ça, il n'est pas prévu par la Constitution actuelle pour dire qu'il faut se référer au peuple pour aller vers un accord, oui. La Constitution actuelle, mais dire que le gouvernement n'a pas eu l'intelligence, je voudrais qu'on me dise ce qui était à Alger si c'était des étrangers. Ce sont des Maliens qui ont été à Alger. On peut s'interroger sur le caractère inclusif de cette délégation, mais ce sont des Maliens qui étaient là. Donc je pense que les délégations qui étaient là-bas au compte du Mali ne souffrent d'aucune ambiguïté par rapport à leur attachement au Mali. Peut-être qu'on aurait, c'est votre point de vue, je respecte, peut-être que vous aurez voulu que l'on commence à la base avant d'aller en Alger. C'est un point de vue que je respecte, mais je ne peux pas juger, je ne peux pas donner un avis dessus. Je respecte. Mais j'ai dit, moi dans mon entendement, je suis à l'étape de la mise en œuvre de l'accord. Et cet accord-là que nous avons signé est un accord entre Maliens. Les gens qui ont paraphé de cet accord-là, il n'y a pas un étranger pour lui donner un autre caractère. Donc je pense que si nous voulons vraiment faire face aux défis actuels, avançons sur ce qui est en cours. Parce qu'au moment de la signature de l'accord, je pense que tous les Maliens ont opiné. La société civile s'est exprimée. Tout le monde a eu l'occasion de dire ce qu'il pense de cet accord. Et on ne va jamais terminer ces débats. Tout comme toute question politique. Aux États-Unis, il y a des questions qui continuent à diviser les gens. Mais pour autant, les pays avancent. Pour autant, les institutions fonctionnent. Je pense que c'est le droit de chaque Malien d'avoir une opinion qu'il faudrait respecter. Mais cela ne veut pas dire que sur chaque opinion, on doit s'arrêter pour évaluer et avancer. Mais ce que je peux dire dans la procédure constitutionnelle, c'est que sincèrement, la sagesse commande, comme l'a dit le doyen, attendons de voir ce qui va être dans l'avant-projet de constitution. En ce moment, on va reprendre le débat. On peut jauger les progrès entre l'ancien avant-projet qui a été proposé et celle actuelle, dont les démarches sont totalement différentes. Parce que le président de la République a insisté sur l'inclusivité de la démarche. Donc moi, j'implore que chacun puisse se patienter. Début avril, ce rapport-là va être remis. Nous allons prendre connaissance de l'avant-projet. Le débat va poursuivre et nous aurons aussi le droit d'exercer notre vote au moment du référendum pour que chaque Malien puisse dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Merci, nous sommes un peu pris par le temps. Merci beaucoup pour cette réponse. Je m'en vais donner la parole au speaker pour leur dernier mot. Comme vous le savez, chaque bonne chose a une fin. On tend vraiment vers la fin de cette conférence. Je vais commencer par M. Abdul Salam Bello. Je vous demande d'être aussi bref que vous le pouvez aussi, comme nous sommes pris par le temps. Merci. Merci beaucoup. Très rapidement, d'abord vraiment merci de m'avoir invité pour cette discussion. Et merci aussi aux panélistes. Je pense que la discussion a été vraiment très très riche. Et merci aussi à l'audience, à l'auditoire pour la qualité, la richesse des questions et puis le suivi sur les points et les commentaires. Ce que moi je retiens à l'issue de ces échanges, c'est que c'est un processus, tous les points sur lesquels nous avons discuté, c'est des processus à longue haleine. Les choses ne se matérialisent pas du jour au lendemain.
il faut aussi voir d'où est-ce qu'on vient depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées. À un moment donné, le pays était vraiment sur le point de basculer dans une autre dimension. Et regardez, comparons avec certains pays qui ont subi des situations plus ou moins similaires et qui se sont fracturés et qui aujourd'hui sont toujours dans des conflits sans fin. Et ce n'est pas des conflits, ce sont des guerres civiles où l'État même n'existe plus. Donc je pense qu'il faut quand même avoir l'esprit positif sur ces questions-là, que ce soit les questions de constitution, les questions de dialogue, les questions autour des accords d'Alger. S'il n'y avait pas eu l'accord d'Alger, dans quelle configuration, dans quel type de dialogue, dans quel rapport est-ce que le Mali serait? Je ne dis pas que c'est la panacée, mais il faut aussi se poser la question, et si cet accord n'avait pas eu lieu, quelles auraient été les conséquences, surtout cette année particulière-là, qui était aussi une année vraiment charnière, non seulement pour le Mali, mais pour l'ensemble de la sous-région. Je voudrais aussi vraiment apprécier donc, le commentaire du doyen. J'ai vraiment bien apprécié les deux points, la question de la mécanique et de la substance. Je pense que vraiment la question de la séquence dans les processus à venir sera vraiment très très important. Et aussi et surtout vraiment le dialogue. Et M. l'ambassadeur, vous avez vraiment montré une très grande disponibilité, l'ouverture pour dialoguer sur les questions qui sont vraiment très difficiles. Parce que bon, il faut aussi défendre, même si ce n'est pas le terme qu'il fallait utiliser, mais il faut quand même aussi défendre certaines positions. Et je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire que c'est la capacité non seulement du Mali, mais de tout le pays à défendre ses positions lorsqu'il s'engage vis-à-vis d'un partenaire au développement, d'un autre gouvernement, ou même d'une partie prenante dans une discussion sur un accord de paix. Je pense que là aussi, il y a vraiment un leadership qu'il faut qu'on mette en œuvre, qu'on promeuve et qu'on Merci. Merci beaucoup, Bello. Monsieur Sissoko, vous avez la parole pour votre dernier mot. Il faut encore essayer d'être plus bref pour qu'on puisse quitter en time. Pour clore, je dirais quand même que je réaffirmerai encore la nécessité du dialogue dans la crise multidimensionnelle qui secoue le Mali. Mais aussi encourager la société civile, le gouvernement, les acteurs internationaux à renouveler davantage, pas seulement sur le plan militaire, mais humanitaire et autres. Mais aussi faire en sorte que l'inclusion ou l'inclusivité prenne en charge la jeunesse et les femmes. Je pense que le problème doit être traité aussi au niveau individuel, puisque les jeunes et les femmes sont les plus touchées. Cela pourra nous aider à démobiliser les jeunes qui veulent rejoindre les rangs des groupes armés. Donc, non seulement au niveau communautaire, au niveau international, mais au niveau individuel. Tout devrait se faire en synergie et pour aboutir à un dialogue ou un résultat inclusif. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui sont là et aussi profiter de l'occasion de dire qu'en médiation ou en négociation, on a aussi ce qu'on appelle la main cachée. Il y a des acteurs qui ne sont pas sur le terrain. C'est comme dans un stade, dans le football, où il y a le propriétaire des équipes qui ne sont pas là, mais qui prennent des décisions qui changent le jeu. Vous voyez? Donc, je voudrais qu'on sache quand même que même si le médiateur officiel était l'Algérie, il faut prêter attention aux appellations, comme l'a si bien dit notre sœur, le conflit ethnique. Que devrons-nous parler de conflit ethnique au Mali, ou même l'utilisation du mot djihadiste, qui, selon l'imam Diko, crée une sorte de sympathie entre les groupes armés et l'islam ou les musulmans, puisque le djihad, par définition, c'est quelque chose à lutter pour quelque chose de noble. Et on ne voit rien de noble dans la cause de ces groupes armés. Donc, donnant l'appellation djihadiste
qui, dans un pays à 90% musulman, est un danger. Donc il faut une démobilisation au niveau de la jeunesse, une démobilisation au niveau des femmes et surtout dans les milieux ruraux. Et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sissoko. Son Excellence, vous avez la parole pour votre dernier mot. Mon dernier mot, vraiment, c'est un sentiment de satisfaction. Contribution que j'ai écoutée, des préoccupations que vous avez exprimées. Je les ai bien notées pour ma propre gouverne et celle pour l'information de votre autorité malienne. Je voudrais aussi vous exprimer toute ma gratitude. C'est une communauté formidable. Rarement, on a la chance d'être dans des juridictions où les gens mettent au cœur de leurs préoccupations des sujets d'intérêt national. Franchement, ça c'est un avantage personnel que moi-même je tire. Peu importe le moment que je vais passer avec vous, mais je suis convaincu qu'avec cette communauté, j'ai appris beaucoup de choses. Deuxièmement, j'ai senti dans cette salle que tous ceux qui sont là, leur objectif c'est de voir un Mali émergent. C'est de voir la paix au Mali. C'est ça qui explique vos cris de cœur. Je suis convaincu que c'est pour ça. Il n'y a aucun agenda derrière. Aussi, permettez-moi de remercier l'AMOR pour cette heureuse initiative en me donnant l'occasion de venir partager devant vous et recevoir en retour vos expertises respectives. Je voudrais aussi féliciter et remercier mes co-panélistes que j'ai eu le bonheur de découvrir et je vais user et abuser de leur disponibilité pour me ressourcer, pour me renforcer et pour adapter mes connaissances. Enfin, c'est de dire à cette communauté que je suis à votre service, que l'ambassade du Mali vous est ouverte en tout lieu, en tout moment et en toutes circonstances. Et qu'un ambassadeur n'a pour vocation que de se mettre au service de la communauté et aussi se déterminer à renforcer les relations de coopération bilatérale avec le pays auprès duquel il est accrédité. Dernier mot encore, c'est le grand remerciement au doyen Havre, qui est un inconditionnel d'accompagnement de l'ambassade. Il nous a aidés dans le processus électoral à organiser les élections, comme il l'a fait les autres années. Et franchement, je voudrais, au nom de vous tous, et en le nom des hautes autorités maliennes, lui exprimer toute ma gratitude. Et toute cette communauté qui, dans l'ombre ou à visage découvert, soutiennent l'ambassade. Que chacun de vous trouve ici l'expression de ma profonde gratitude et celle de votre autorité du Mali. Merci. Merci beaucoup, Son Excellence. Vivement la 3e édition de cette conférence sur le Mali. Quant à moi, je vous remercie l'audience d'avoir effectué le déplacement. Merci infiniment. Merci nos compatriotes qui sont venus de loin, de Philadelphie et de Baltimore. Ça nous touche beaucoup. Merci à vous les experts vous avez eu le bonheur d'accepter notre invitation. Ça nous touche.